I'm really interested in what the university of the future might look like. I'm a co-program director on an MSc in Education Futures, and it's one of the questions that we regularly put to our students of what will the teacher look like in the future? What will our spaces look like in the future? What will assessments and the construction of knowledge mean for future universities? Convergence des mondes virtuels et des mondes physiques, intelligence artificielle, voitures du futur, progrès de la médecine qui pourrait nous sauver la vie, l'évolution des technologies numériques questionne. Hyperconnectivité ou encore cyberdépendance, sommes-nous finalement devenus les protagonistes d'un film de science-fiction dystopique? Une révolution due à la technologisation de la société? Probablement, mais pas seulement. Il existe une tension entre ce mouvement vers la technologisation et le retour à la tradition. Défenseurs d'une consommation locale, retour vers les racines communautaires, conscience écologique, low-tech ou encore décroissance. Entre développement en accélération constante dans le sens de la technologisation du monde et retour vers des besoins simples ancrés dans la relation, la communauté, dans quelle direction nous dirigeons-nous ? Nos pratiques d'enseignement ne font pas exception à ces questionnements. Quelle place pour la technologie? Sommes-nous arrivés à un moment de rupture ou de réorientation? Transversalité, co-construction, écosystème numérique, quelle place pour l'éducation dans cette civilisation numérique? L'immatériel prend une place de plus en plus grande et les questions d'éducation, mais aussi de santé, d'environnement, de vie ensemble, de vie collaborative prennent de plus en plus de place. L'arrivée d'Internet, dans les années 90, a marqué un tournant dans notre société. Et c'est la naissance du smartphone au début des années 2000 qui sera la plus grande transformation de nos quotidiens. Ces petites boîtes portatives changent rapidement nos façons d'entrer en interaction, de s'informer ou encore de s'évader, jusqu'à devenir des objets dont nous n'arrivons plus à nous séparer. Nous passons un temps considérable sur nos smartphones, plus que nous aimerions le croire. Pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'observer les gens autour de nous, dans le train, le bus, aux terrasses de café ou encore dans la queue des caisses de supermarché. Le terme de cyberdépendance vient ainsi enrichir notre vocabulaire et devient un sujet de controverse. En effet, il n'existe pas de consensus scientifique à ce sujet. Cependant, nous nous devons de nous poser un instant pour réfléchir sur les impacts potentiels de l'utilisation de ces nouvelles technologies et plus particulièrement de l'impact que ces habitudes pourraient avoir sur les pratiques d'enseignement d'aujourd'hui et de demain. Bon, les bienfaits d'être connecté sont indéniables. Accessibilité à la connaissance, ouverture au monde ou encore multiplication des échanges. Cependant, d'autres pentes de cette accessibilité peuvent susciter l'inquiétude. On parle ainsi d'infobésité ou encore de feeling of knowing, mais que suggèrent réellement ces termes? Internet nous donne accès à la connaissance, et jusque-là, cela semble plutôt positif. Cependant, cet accès à l'information infinie implique également des questionnements quant à la qualité des informations que l'on reçoit en flot constant. Ces questionnements touchent de nombreux domaines et secteurs relatifs à l'apprentissage. On est dans l'ère du bunk et du debunk. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, des informations qui sont plus ou moins vérifiées, des croyances qui sont aussi là et qui ont une validité ou non. Quelles sont les connaissances qui font consensus ou non? Alors ça peut effectivement, je pense qu'il y a un des rôles à jouer, mais pour toute institution culturelle en fait, de remettre, pas tant de dire quelle est la vérité, mais d'apprendre aux personnes à s'armer pour être confrontées à une multitude de réalités en fait. C'est donner les outils de compréhension pour décoder le monde et quelles sont les bonnes méthodes pour apprendre, comment on se pose des questions en fait. Pour moi c'est presque plus important de savoir comment les gens peuvent se poser des questions. Quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on est confronté à une information, quelle qu'elle soit? La vérité n'est pas dans lorsque je tape sur Google un mot-clé et je regarde les 3 premières vidéos. Il faut apprendre à aller plus profondément. Je pense que la logique, évidemment, ces contenus existent, mais il faut que l'on éduque nos étudiants, parfois aussi certains de nos enseignants, à cette culture du numérique et aux usages, bons usages du numérique, notamment face à l'infobésité et aussi fake news. Un sentiment d'expertise multiple vient s'ajouter à ces problématiques de fiabilité. Comme il est de plus en plus facile de savoir tout ce que l'on souhaite, peu importe le sujet ou la discipline concernée, de plus en plus d'individus se sentent empreints d'une expertise sur une pluralité de thématiques. Alors sommes-nous tous et toutes devenus des experts et expertes pluridisciplinaires? Ou sommes-nous juste coincés dans la montagne de la stupidité de Dunning? Cette expertise est-elle fondée
Comment devons-nous l'accompagner? Est-ce le rôle des espaces de culture, des universités et des hautes écoles? We should see ourselves not as pure content generators, but as sense makers. You know, we've passed through the system, and yes, we can add to knowledge, but we're not going to fundamentally rewrite everything every generation. And so, using what's out there and adding to it where we need to, but really bringing the ability to make sense of all of that stuff to our students is the greatest gift that we can share. Not all of us are going to write the latest knowledge. We never were, but it felt like we were. So get over it. Prenons un peu de recul et examinons mieux les usages de ces technologies connectées. 23 milliards de messages sont envoyés dans le monde chaque jour. C'est ce que relève en tout cas une nouvelle étude menée par WeFirst, l'opérateur télécom leader du Wi-Fi managé pour les professionnels, qui s'est intéressé à la place d'Internet dans la vie des étudiants en 2021. Verdict, on découvre que 72% des étudiants et étudiantes passent plus de 6 heures par jour sur Internet et que 44% y consacrent jusqu'à plus de 9 heures par jour. Aussi, 88% des étudiants et étudiantes reconnaissent qu'Internet a participé à améliorer leur quotidien. Et s'ils devaient choisir entre le net et le chauffage, 36% opteraient pour la première option. Mais alors, que font-ils sur Internet ? 71% déclarent qu'Internet leur sert principalement à aller sur les réseaux sociaux, 61% à consulter des vidéos, 56% à suivre l'actualité, 43% à écouter de la musique. Nombre des connexions vise également à consulter des contenus, le plus souvent au format vidéo. Des tutos aux divertissements multiples, YouTube, TikTok, Twitch imposent un rythme nouveau. Des formats brefs, interactifs, rythmés et ludiques. Alors comment se positionner vis-à-vis de cela ? Devons-nous choisir de suivre ce changement de rythme ? L'enseignement supérieur a-t-il un rôle à jouer ? Devrions-nous rivaliser avec ces formats condensés et ces titres accrocheurs ? Ou simplement accompagner ces usages afin de permettre de déceler le vrai du faux, le racoleur du fiable ? Je pense qu'on devrait être au cœur aussi de la construction de la connaissance au niveau universel. Alors ça, c'est mon côté un peu utopique, hein. Je me dis qu'en fait, avec tous les fake news, les fake connaissances, tout ce qui circule sur les réseaux, aujourd'hui, dans nos universités, de manière internationale, on a les personnes qui seraient les plus grands, on va dire, rédacteurs de contenu. On a des personnes qui savent faire du contenu, et donc, par contre, des fois, ils savent faire du contenu, mais ils ne savent pas les vulgariser. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont vulgariser sur des réseaux sociaux du contenu qui est faux. Voilà. Donc, nous, en fait, en termes de... Alors, c'est pas forcément de la vulgarisation de contenu dont je parle, hein, c'est de dire, OK, on doit donner l'information, des connaissances, des belles connaissances que toutes nos universités, elles portent, et que je pense que là, le média est un outil, mais forcément de rêve, quoi. On laisse ça les créateurs. Les créateurs, ils sont dans nos établissements. Par contre, c'est pas ceux-là qui sont mis en lumière parce que, voilà. C'est-à-dire que quand on va chercher de l'information, parce qu'aujourd'hui, des étudiants, ils font comment ? Ils vont dans YouTube. Hein. Hop, tiens, c'est quoi l'histoire de la France ? YouTube. Voilà. Il faudra compter sur le doigt de la main des enseignants qui sont eux-mêmes des gens qui se mettent en scène. Et c'est même pas leur job, c'est pas leur vie, mais voir comment on se débrouille avec ça. Je dis pas que ce soit l'enseignant qui fasse des podcasts vidéo, mais qu'en fait, il soit porteur de la connaissance, quoi. C'est aussi de donner à nos étudiants la faculté de comprendre, décrypter les vidéos et les images, mais aussi d'en faire. La capacité eux-mêmes d'être producteurs, parce que demain, ils vont être plutôt dans des logiques de dirigeants, savoir parler en public, savoir connaître les codes de la vidéo pour, par exemple, eux-mêmes faire des productions, ça c'est important. À mesure que nous nous questionnons sur ces nouvelles pratiques connectées, nombre d'hypothèses émergent. Certains posent un ton alarmiste, alors que d'autres voient dans ces usages un besoin de collectif. Les jeunes générations passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que cela cache ? Certains et certaines y voient le signe d'un désir de co-construction, de partage de l'émotion, de partage de l'expérience. Et si la présence des étudiants et étudiantes sur les réseaux
était le signe d'une volonté de co-créer leur apprentissage en groupe. Effectivement, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les échanges, c'est vraiment en fait du peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est l'un et l'autre qui parlent ensemble, c'est discuter, c'est partager des informations, des trucs qu'on a vus, que ce soit du fake ou pas du fake. On partage, on fait partie d'une communauté sur les réseaux, soit sur les réseaux sociaux en tant que tels, mais même dans les jeux qui sont multijoueurs. Voilà, on joue à plusieurs et on discute en même temps, quel que soit le jeu. Il y a un effet de groupe, donc vraiment d'une relation qui se passe de manière interpersonnelle via les réseaux. Donc cet ensemble, cette dimension du groupe est importante. On voit que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, culturellement, socialement. Nous sommes des petits animaux sociaux, donc on ne va pas vivre tout seul. On a envie de communiquer avec d'autres. Alors quel rôle pour les universités et les hautes écoles ? Devons-nous aider les étudiants et étudiantes avec les outils qui sont les leurs à co-expérimenter et co-construire leur apprentissage ? La carte à jouer, c'est sur une communauté qui est un peu à la fois digitale et physique. Des choses à inventer. On est dans une pleine transformation en ce moment, notamment sur le côté numérique, l'interaction, les communautés, comment on joue là-dessus. C'est d'autres expertises. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Ça nécessite beaucoup d'investissement en temps, des compétences particulières. I think the main challenge is it's not just about digital learning, it's about the profound transformation of our campuses into digitally enabled environments. That's to do with the administration, and I think the administration has real impact on the teaching and learning. So the way in which we keep records, the way in which we use data to personalize learning, we need to invest really hard and fast in the digital transformation of our administration of our universities, and that will then enable us to move more quickly in creating, for me, an edtech ecosystem, not something which is built on monolithic software, but is made up of many elements that are plugged together in order that we can constantly evolve the future. And the final bit, which is really hard, is trying to create a unified experience for our students. And I don't mean single sign-on type approaches, but I mean truly, profoundly, they log into one space and everything seamlessly connects within that space to allow them to have their peer mentoring or to have their results or their graduation or everything just in the one university app that seamlessly brings the world together. And we have a lot of work to do on that yet. Dans les années 60, une idée était fortement véhiculée comme quoi les technologies de communication apporteraient des réponses aux insuffisances du système, en permettant notamment une accessibilité plus grande à la connaissance. À cette époque, la technologie adopte alors des fonctions de palliation, et ce, sans faire changer la nature des autres composantes de l'enseignement, et notamment sans modifier le rôle de ses acteurs et actrices, les enseignants et enseignantes et les étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, le discours a évolué et le rôle palliatif des technologies de communication n'est plus aussi privilégié qu'à l'époque. Lorsque l'on discute de ces nouvelles technologies et de leurs usages, on entend désormais une contribution à la modernisation, à l'innovation. Alors l'innovation re-questionne-t-elle le rôle de l'enseignant et l'enseignante, ou encore ses fonctions ? Le professeur émérite Litan Coy a écrit à la fin des années 60 que rien ne remplace le contact personnel entre l'enseignant-enseignante et l'apprenant-apprenante et la compréhension humaine dont celui-ci et celle-ci peut bénéficier. Alors comment moderniser les pratiques d'enseignement sans perdre l'âme de ces dernières ? Il y a à la fois des tendances, il y a un côté très trendy de dire on va être numérique, on met des écrans, c'est la mode, ça plaît, la jeunesse veut ça, c'est un peu hype. Faut savoir ne pas y perdre son âme, entre guillemets. Toute l'idée, c'est de se dire quelle est la mission, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on veut nourrir, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en avant, faire échange, conserver un patrimoine, mais aussi le mettre à disposition. Alors l'idée, c'est vraiment de garder ça au cœur et de se dire comment les outils numériques pourraient nous être utiles, qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui a vraiment du sens, qu'est-ce qui apporte quelque chose. Ça peut être chamboulant un peu pour les métiers, de dire faut qu'on apprenne des nouvelles techniques, qu'on sache faire du montage audio, vidéo. Pendant longtemps, l'institution éducative reposait sur un seul et même individu, l'éducateur. Évidemment, nombre d'éléments historiques ont déjà fait évoluer la culture professionnelle des enseignants et enseignants. Leur mission de transmission des savoirs disciplinaires s'est vue transformée au fil du temps. On voit ainsi de plus en plus d'enseignants et enseignantes qui occupent des fonctions d'animateurs, animatrices ou de facilitateurs, facilitatrices, assurant des transmissions de savoir par la médiation
ou l'utilisation de nouveaux supports. Alors qu'en sera-t-il demain ? Quel chemin les enseignants et enseignantes devront-ils et elles emprunter pour les prochaines décennies ? Quelle place occuperont-ils et elles dans le contenu diffusé à grande échelle ? Devrions-nous suivre le chemin d'une ouverture des savoirs académiques en dehors des salles de classe, en ligne, gratuit et à la disposition de tous et toutes ? Ou au contraire, devons-nous être garants d'un enseignement plus traditionnel ? And I think what's really important is that when we think about what higher education or what universities should be in the future, that doesn't mean throwing away all the traditions and the good work that has been built up over hundreds of years within European higher education. So it's still going to be about working critically, about academic rigor, about freedom of expression, about a willingness to explore new ideas, about teaching and research. So it's going to be about these things. Ces différents enjeux seraient-ils au cœur des préoccupations des institutions de l'enseignement supérieur ? Entre tradition et innovation, quel avenir se dessine pour nos universités ? Et surtout une vraie réflexion sur finalement qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on garde dans nos campus physiques, notamment le fait d'avoir ce lien social dont on parlait tout à l'heure entre les étudiants, peut-être pas forcément pour rester toute la journée dans les amphis. Peut-être que c'est le côté de l'informel va être présent beaucoup plus sur les campus et que la transmission plus formelle, par contre, celle-là, on peut à la limite la mettre en boîte plus facilement. Mais même ça, c'est pas aussi simple que ça. On peut très bien aussi avoir de l'informel en ligne et du formel, parce qu'on a un excellent orateur qui passe en amphi, qui va faire à la fin que les étudiants se lèvent et applaudissent. Ça, c'est difficile d'avoir. Donc, il faut trouver une combinaison qui aille bien, mais elle a à réfléchir à chaque fois pour chaque type de parcours. Finalement, qu'est-ce qui est le plus adapté ? Et moi, je pense que la direction que j'aurais tendance à imaginer comme la plus prometteuse, c'est celle de cette dimension d'addition de la présence, du physique et du virtuel, que j'aime bien qualifier, moi, d'université digitale. C'est une université dans laquelle la frontière entre le physique et le digital, elle peut s'estomper. On a juste des espaces physiques, virtuels, dans lesquels les acteurs vont à la fois être là pour l'enseignement, mais aussi pour la vie sociale, pour la vie de campus, pour d'autres activités. Et donc, c'est repenser en fait l'université dans ce qu'elle offre en présentiel et de manière virtuelle. Finalement, les phénomènes, à mon avis, vont avoir un impact, c'est la présence de l'IA par rapport à l'enseignement. Qu'est-ce que ça va donner ? Peut-être sur les traces d'apprentissage, sur la personnalisation de l'apprentissage pour les étudiants, sur la notion d'assistants virtuels par rapport à des assistants réels, mais qui vont peut-être pouvoir répondre de manière un peu plus rapide sur des questions que se posent les étudiants, des choses de bas niveau. Mais si les étudiants ont une réponse tout de suite, ils vont être engagés plus vite, donc ça va avancer. Voilà, c'est ce type de technologie, avec toutes les dérives qu'elles peuvent avoir aussi, et comme toute technologie, quand elles arrivent, on va en voir les limites, on va en voir les avantages. Ce ne sera pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ qui va arriver. Il faut toujours en être critique, de dire jusqu'où elle nous emmène et jusqu'où on veut qu'elle ne nous emmène pas. Le 30 novembre 2022, une société américaine va profondément bouleverser le monde. Cette société, c'est OpenAI. Loin de sortir de nulle part, le prototype d'agent conversationnel ChatGPT va susciter de nombreux questionnements. Les IA génératives fleurissent désormais à vitesse grand V, révolutionnant la création artistique ou encore l'expression créative. Elles sont capables de générer des images, des vidéos, de la musique ou encore des textes de manière autonome ou en collaboration avec des artistes ou des créateurs-créatrices. Au-delà de l'avancée technologique qu'elle représente, elle suscite aussi de nombreuses inquiétudes dans nombre de domaines. L'accessibilité à l'information instantanée et quasi illimitée, rendue possible par ces IA, questionne alors le rôle des praticiens et praticiennes. Si on regarde plutôt du côté des étudiants et de la façon dont on peut nous accompagner, les enseignants en tout cas peuvent accompagner les étudiants dans leur parcours d'apprentissage, c'est de les faire davantage. Alors ça relève de la transformation pédagogique, c'est de sortir de cette vision très descendante de la transmission des savoirs, en particulier parce qu'il est extrêmement facile pour eux d'avoir accès à des savoirs de nature académique presque sans l'intervention magistrale de l'enseignant. Et donc, le changement de posture et l'accompagnement de l'étudiant dans ce qu'il peut faire de ce savoir, comment il peut construire un projet, comment il peut développer une argumentation propre, comment il peut convaincre ses camarades de
du point de vue qu'il va développer et qu'il va argumenter sur un sujet en particulier, ça me semble effectivement une des approches aujourd'hui particulièrement intéressantes. Néanmoins, c'est pas nouveau. Tout ce qui est apprentissage par projet, tout ce qui est alors des choses beaucoup plus anciennes qu'on connaît tous très bien, de type classe inversée, etc., mais qui néanmoins ne sont pas totalement répandues aujourd'hui dans les enseignements, même s'ils sont des pratiques documentées depuis longtemps, me semble être un moyen aussi d'apprendre aux étudiants à aller chercher la bonne information aux bons endroits, faire la différence entre une information ou un contenu de qualité de nature académique et un contenu qui peut avoir été transformé, voire manipulé, etc., etc. La vision très descendante dans la transmission d'un savoir en mode je sais, donc tu prends et tu appliques, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, enfin qui même, très honnêtement, aujourd'hui, je pense, n'a pas de sens en réalité. Alors que ChatGPT affiche 173 millions d'utilisateurs et utilisatrices actifs et actives en avril 2023, soit après seulement 6 mois de lancement, il affiche un record mondial en atteignant le million d'utilisateurs et utilisatrices en seulement 5 jours. On peut alors se questionner sur comment et pourquoi les individus utilisent cette IA. Dans l'enseignement, de nombreuses hypothèses émergent, comme quoi ChatGPT pourrait être utilisé pour concevoir des cours, des activités ou encore des corrigés. Il pourrait également jouer le rôle d'outil d'apprentissage interactif auprès des étudiants et étudiantes. Certains étudiants et étudiantes pourraient ainsi interagir avec l'IA pour poser des questions, approfondir leurs connaissances et bénéficier d'un accompagnement personnalisé instantané. Cela ouvrirait de nouvelles perspectives d'autonomie et de personnalisation de l'apprentissage. Mais cela soulève aussi de nombreuses questions, notamment en termes de fiabilité. La fiabilité des sources des IA génératives telles que ChatGPT est en effet une interrogation cruciale. Alors que ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent fournir des informations précises, ils sont aussi sujets à des biais, des erreurs et des manipulations. La source de données utilisée pour entraîner ces IA et les algorithmes sous-jacents peuvent introduire des préjugés et des limitations. En effet, les IA génératives proposent des contenus très convaincants, et ce, même lorsque les informations communiquées sont fausses. Il est alors essentiel de développer des mécanismes de vérification et de validation rigoureux pour garantir l'exactitude et la neutralité des informations fournies par ces IA, afin d'éviter la propagation de désinformation ou de fausses données. C'est une des faiblesses, si je puis dire, c'est une des limites, ou c'est une des limites de ce que nous apporte le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des effets pervers de mon point de vue. C'est-à-dire qu'être capable de développer une intelligence artificielle qui va, y compris sur la base d'éléments potentiellement faux au départ, développer une argumentation bien construite qui semble logique, mais qui pourrait s'avérer être propagatrice de fake news, ça me semble être une limite extrêmement dangereuse et à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai problème. Dans le contexte de l'éducation, un autre domaine soulève également de nombreuses questions. L'évaluation. Sur l'enseignement supérieur, je crois qu'aujourd'hui, il y a un sujet sur lequel on a très peu avancé ou très mal avancé, je ne sais pas, c'est la question de l'évaluation, c'est-à-dire en fait la question des examens. Les IA peuvent désormais fournir des réponses complètes en un temps record. L'utilité des évaluations basées sur la mémorisation commence à être questionnée. Les institutions éducatives sont alors confrontées au défi de développer de nouvelles stratégies pour éviter l'utilisation des IA durant les examens. On peut alors se demander si de nouvelles méthodes d'évaluation qui reflètent des compétences plus complexes comme la pensée critique, la résolution de problèmes et la créativité, et qui ne peuvent pas être reproduites par des IA, seraient un chemin à suivre. Il faut, je crois, sortir de l'idée qu'on va, à l'université, continuer d'évaluer nos étudiants sur la base de connaissances précises, acquises, pas acquises. Pourquoi ? Parce que si on continue de faire ça, d'une, je pense que quand on fait ça, on ne les évalue absolument pas sur les compétences qu'ils ont acquises et sur leur capacité à mobiliser les connaissances qu'ils ont aussi acquises, donc leur capacité à faire quelque chose. Et mine de rien, ce dont on a tous besoin dans la vie, c'est pas simplement être capable de réciter le manuel, mais bien au contraire d'être capable de mobiliser les connaissances qu'on a acquises pour pouvoir faire quelque chose.
Et puis, si on ne fait pas ça, on ne sortira pas de la vision je veux surtout l'empêcher de tricher. Mon Dieu, les étudiants trichent aux examens, il faut absolument trouver une solution pour qu'ils ne trichent pas. Donc, pour trouver une solution pour qu'ils ne trichent pas, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit prenez votre smartphone, filmez en dessous de votre bureau, filmez derrière, le chat, vous l'enfermez où vous pouvez, dans le placard, si vous avez un 10 mètres carrés, parce que des étudiants qui ont 10 mètres carrés, il y en a quand même quelques-uns. Vous n'avez pas le droit d'avoir un chat qui passe derrière la caméra, sinon c'est suspect. Enfin bon, on peut imaginer tout plein de choses qui, ça, pour moi, sont pas du tout, j'allais dire, de bonnes... Enfin, je veux pas porter de jugement de valeur, mais en tout cas, sont de mon point de vue, pas adaptés à ce dont les étudiants ont besoin, ce dont nos pays ont besoin, tout simplement, pour s'assurer que chacun a appris ce qu'il devait apprendre et est en capacité ensuite de poursuivre ses études, de trouver un job, etc., etc. Donc, je crois que un des gros enjeux du moment, je pense qu'il y en a encore pour quelques petites années, c'est cette question de l'évaluation. Certaines voix s'élèvent pour défendre l'idée que l'éducation doit se concentrer davantage sur le développement de compétences transférables. Il et elle plaident en faveur de la pédagogie par projet, de travaux de groupe et de présentations orales qui mettent l'accent sur l'application des connaissances dans des situations réelles. Alors que d'autres penchent davantage sur le renforcement des contrôles durant les évaluations, en favorisant par exemple les examens BIOD, durant lesquels les étudiants et étudiantes sont évalués en présence sur des examens en ligne. L'avenir de l'éducation et de l'évaluation dans les hautes écoles et les systèmes universitaires est un sujet d'interrogation complexe. L'IA, telle que ChatGPT, a indéniablement fait émerger de nouveaux défis quant à la manière dont nous évaluons et mesurons les compétences des étudiants et étudiantes. Sommes-nous arrivés à un tournant de nos pratiques d'enseignement? But I think looking forward, the university of the future, we need to think about how universities can actively and positively be shaping our social and our natural world. And by that I mean, what can we be doing in the future to be working even more closely with different groups in society? So rather than knowledge being something that is created in universities and quite often will circulate within academic publications and among university staff, how can that knowledge be more practicable? How can it positively shape lives on a more day-to-day basis? Devrions-nous réfléchir à de nouvelles approches? Comment trouver un équilibre entre l'utilisation grandissante des IA et les compétences uniques que seuls les êtres humains peuvent apporter à l'éducation?